Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Pour la deuxième journée consécutive, le Conseil des ministres examine le projet de loi sur le fossé financier, considéré comme l'un des textes les plus sensibles depuis le début de la crise économique. Les discussions se sont poursuivies au Grand Sérail sous la présidence du Premier ministre, Nawaf Salam, dans un climat marqué à la fois par des divergences politiques et par des interrogations techniques majeures. La séance a été consacrée à un examen approfondi des chiffres liés à la liquidité du secteur bancaire, au coût de mise en œuvre du texte et au scénario de remboursement des dépôts. Le ministre de l'Information, Paul Mourkos, a expliqué que les ministres ont plongé dans les tableaux financiers et discuté du lien d'endettement entre l'État et la Banque du Liban, élément crucial pour tracer un chemin clair vers un rééquilibrage financier. Il a insisté sur la nécessité de rétablir la confiance des citoyens bien au-delà des seuils de confiance du monde extérieur. À Gaza cette fois, sous un cessez-le-feu fragile, la vie reste suspendue aux explosions. À l'est de Khan Younes, des dizaines de milliers de Palestiniens vivent dans la peur, coincés du côté israélien de la ligne jaune, cette frontière de qui sépare la bande de Gaza en deux. Malgré l'accord de trêve, frappes aériennes, tirs d'artillerie et destruction continuent. L'armée israélienne accuse le Hamas de franchir la ligne rouge pour mener des activités terroristes. Les habitants, eux, ne savent plus où y aller. Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a déclaré qu'Israël allait établir des communautés dans le nord de Gaza à la place de celles qui avaient été évacuées lors du désengagement de la bande de Gaza en 2005. Katz a martelé « Nous sommes profondément implantés à Gaza et nous ne quitterons jamais tout le territoire. Cela n'arrivera jamais. Nous sommes ici pour défendre et empêcher que ce qui s'est passé ne se reproduise », a-t-il ajouté. En parallèle, dans le sud de la bande de Gaza, la trêve n'a jamais vraiment pris. Autour de Khan Younes, les bombardements se produisent dans les secteurs situés à l'est de la ligne jaune, désormais sous contrôle israélien. Des milliers de Palestiniens vivent dans des villages détruits, sans eau, sans sécurité et sans possibilité de fuite. À l'est de Khan Younes, les habitants vivent littéralement sous les bombes. Dans cette zone que l'armée israélienne occupe depuis 2 ans de guerre, les frappes n'ont jamais cessé, malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre. Pour Ahmed, mère de 5 enfants, chaque nuit est une épreuve. Elle se plaint. Les bombardements sont incessants. Mes enfants tremblent. Ils me demandent où pouvons-nous aller et je n'ai pas de réponse. Sa maison a été détruite. Elle vit aujourd'hui sous une tente près des décombres. La ligne jaune est devenue une frontière de fait. À l'ouest, la zone où Israël a accepté de se retirer. À l'est, plus de la moitié de Gaza reste sous contrôle israélien. L'armée israélienne affirme respecter le cessez-le-feu, mais accuse le Hamas de franchir cette ligne pour mener des activités terroristes. Elle dit déployer ses forces pour faire face aux menaces directes dans le secteur. À l'ouest, dans la région d'Al-Mawasi, les camps sont déjà saturés. Des dizaines de milliers de déplacés y survivent avec très peu de nourriture et d'eau. Une réalité qui dissuade ceux, comme Ahmed, qui craignent d'être forcés de s'y rendre. Mahmoud Baraké raconte « Les tirs d'artillerie ne s'arrêtent jamais, les maisons s'effondrent, le but est clair, nous faire partir ». Pour le maire de Khan Younes, ces bombardements constituent une violation du cessez-le-feu et visaient à pousser les populations vers l'ouest déjà débordées. À 70 ans, Abdelhamid El-Farra refuse cette idée. Nous ne partirons pas, dit-il. C'est notre terre. Nous déplacer serait une tragédie de plus. Entre trêves fragilisées, bombardements persistants et menaces de déplacement forcé, les civils gazaouis vivent dans une zone grise, littéralement au pied de la ligne jaune. Une frontière née de la guerre et qui pourrait bien redessiner durablement la géographie humaine de Gaza. Au Yémen, un pas important vient d'être franchi vers l'apaisement. Rebelles houthis et gouvernements reconnus par la communauté internationale ont conclu un accord pour échanger près de 3000 prisonniers, une avancée rare dans un conflit qui dure depuis plus d'une décennie
et qui implique également des ressortissants saoudiens et soudanais. Pour un échange massif de prisonniers. Près de 3000 détenus, capturés au fil des combats, devraient retrouver leur liberté. Après des années de combats meurtriers, un rare signe de détente. Rebelles Houthis et gouvernement yéménite se sont accordés sur un échange de prisonniers d'une ampleur inédite. 1700 détenus du gouvernement seront libérés en échange de 1200 captifs Houthis. Un geste salué comme un progrès humanitaire majeur dans un conflit qui a fait des centaines de milliers de morts directs et indirects depuis 2014. Les Houthis confirment que l'accord inclut également plusieurs étrangers, 7 Saoudiens et 23 Soudanais, capturés lors des combats. Cette précision démontre l'implication régionale du conflit, où Riyad et Khartoum ont longtemps soutenu le gouvernement yéménite contre les rebelles proches de l'Iran. L'annonce pourrait mettre fin à une longue incertitude, même si aucune date précise n'a été encore communiquée pour le début des opérations d'échange. Mais sur le terrain, la situation reste dramatique. Le Yémen reste le théâtre de l'une des pires crises humanitaires au monde. Famine, épidémie, effondrement des services publics. Cet accord ne marque pas la fin de la guerre, mais il constitue un signal d'ouverture, alors que les efforts internationaux tentent depuis des mois de raviver un processus de paix au point mort. La crise entre Washington et Caracas atteint un nouveau seuil de tension. Depuis la Floride, Donald Trump a lancé un avertissement direct au président vénézuélien Nicolás Maduro, affirmant qu'il serait sage pour lui de quitter le pouvoir. Alors que les États-Unis renforcent leur blocus naval et multiplient les frappes contre des embarcations accusées de narcotrafic, le Venezuela dénonce une piraterie d'État et reçoit un soutien appuyé de Moscou. Aux États-Unis, Donald Trump hausse encore le ton contre Nicolás Maduro. Le président américain estime désormais sage pour son homologue vénézuélien de quitter le pouvoir alors que la pression militaire et diplomatie s'intensifie dans les Caraïbes. Depuis la Floride, Donald Trump ne mâche plus ses mots. Interrogé sur ses intentions vis-à-vis de Nicolás Maduro, il répond sans détour. C'est à lui de décider. Mais je pense que ce serait sage de sa part. S'il joue les durs, ce sera la dernière fois. Des propos perçus comme un ultimatum, alors que les États-Unis ont déployé ce qu'il décrit comme une gigantesque armada dans les Caraïbes, comprenant notamment le plus grand porte-avions du monde. À Caracas, Nicolás Maduro contre-attaque. Dans un discours, il accuse Washington d'ingérence et appelle Donald Trump à s'occuper des problèmes de son propre pays. Le président vénézuélien dénonce un blocus naval illégal après la saisie de 2 pétroliers transportant du brut vénézuélien. Un 3e navire a été poursuivi dimanche par les gardes-côtes américains. Depuis septembre, Washington mène également des frappes contre des embarcations qu'il accuse de narcotrafic dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Selon l'armée américaine, la dernière frappe, lundi dans l'est du Pacifique, a fait 1 mort. Le bilan total s'élève désormais à au moins 105 personnes tuées, sans procès, dans ces opérations très controversées. Mais la tension a pris une dimension internationale. Moscou, allié historique de Caracas, apporte un soutien total à Maduro. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dénoncé les violations flagrantes du droit international commises selon lui par les États-Unis. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU, Caracas parle même de piraterie d'État et accuse Washington de vouloir s'emparer des richesses pétrolières du Venezuela. Washington accuse pour sa part le régime de financer le narcoterrorisme grâce au pétrole. Caracas dément toute activité criminelle et rappelle que les États-Unis, historiquement, sont les premiers acheteurs de brut vénézuélien. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir dans les prochaines heures alors que l'escalade semble loin d'être terminée. Le bras de fer entre Washington et Caracas prend désormais une tournure explosive. Une crise où chaque déclaration semble rapprocher un peu plus les 2 pays d'un point de non-retour. Et enfin, aux États-Unis, l'explosion de l'usage d'Ozempic et de nouveaux médicaments amaigrissants
bouleverse jusque dans les salles des restaurants. À New York, plusieurs établissements s'adaptent en proposant des portions réduites et des menus allégés pour une clientèle au petit, mais au portefeuille assez réduit. Aux États-Unis, l'appétit des consommateurs change et les restaurants s'ajustent. Face au boom d'Ozempic et des traitements amaigrissants, de plus en plus d'Américains mangent moins. Conséquence, des menus mini-portions apparaissent à New York. En effet, à New York, capitale gastronomique aux portions réputées XXL, une petite révolution est en cours. Dans ce restaurant du West Village, on sert désormais des assiettes, version réduite. Lina est une cliente. Elle raconte. Depuis que je prends de l'Ozempic, je n'ai presque plus faim. Je veux continuer à sortir, mais pas payer pour la nourriture que je ne mange pas. Lina fait partie des millions d'Américains sous traitement amaigrissant, qui prennent des médicaments qui imitent une hormone provoquant la satiété et réduisent fortement l'appétit. Face à ce changement, certains restaurants innovent. Aristote, patron de 5 restaurants à Manhattan, a créé un mini-menu, petit burger, mini verre d'alcool et quelques frites, pour seulement $8. Il déclare « Je voyais mes clients laisser la moitié de leurs assiettes. Ils mangeaient un morceau ou deux puis s'arrêtaient. Il fallait s'adapter. » Le succès est immédiat. Clients sous traitement, mais aussi new-yorkais, cherchant juste des prix plus accessibles dans une ville au coût de la vie record. Les nutritionnistes observent déjà une transformation des comportements alimentaires. Marion, experte en nutrition, explique. Quand la nourriture n'est plus un plaisir mais un obstacle, tout change. C'est une révolution sociale et nutritionnelle. Pour Lina, ces médicaments ont changé son rapport à la nourriture. Elle dit boire moins, faire plus de sport, mais admet qu'elle coupe parfois son traitement. Parfois, j'arrête l'Ozempic pour profiter un peu plus de la vie, ressentir la faim, savourer un vrai repas, souligne-t-elle. Une tendance qui pourrait s'amplifier dans tout le pays. Pour certains, ces mini-portions sont un simple ajustement. Pour d'autres, un retour à des tailles d'assiettes plus raisonnables. Une évolution qui, selon les experts, pourrait redéfinir la restauration américaine. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.